À contre-courant des grands indices boursiers mondiaux, la bourse chinoise vient de tomber à son plus bas niveau depuis 2019. Jean-Marie Mercadal, bonjour. Bonjour David. Vous êtes directeur général de Synsika PM, d'être en duplex avec nous depuis Hong Kong. Cet indice, les indices CSI 300 des bourses de Shenzhen et de Shanghai ont perdu plus d'une dizaine de pourcents, autour de 12% cette année, ce qui les ramène au plus bas depuis 5 ans. Il se trouve que ça va faire a priori une troisième année consécutive d'affilée de baisse de la bourse chinoise. C'est inédit depuis 20 ans. C'est le seul grand marché boursier dans le monde aujourd'hui qui est dans le rouge en 2023. Comment on explique que ces actions chinoises continuent de s'enfoncer dans le rouge? Eh bien, il y a clairement un manque de confiance générale, parce que les chiffres de croissance qui ont été publiés dernièrement sont plutôt corrects. On aura une croissance chinoise cette année qui dépassera les 5%. Le gouvernement n'a pas encore donné ses objectifs pour l'année prochaine, mais on attend probablement des objectifs entre 4,8 et 5%. C'est à peu près comme le consensus des économistes. Donc, c'est pas tellement de ce point de vue-là, c'est que vraiment, on est dans un manque de confiance généralisé à l'intérieur du pays, à cause de la crise immobilière principalement, et aussi à cause de cette vague réglementaire qui a été prise il y a maintenant 2 ou 3 ans, qui a cassé aussi la confiance des entrepreneurs. Et puis aussi au niveau international, la confiance vis-à-vis de la Chine a beaucoup baissé du fait de la gouvernance qui pose question, et puis des relations internationales avec la Chine qui a un petit peu soutenu la Russie, et depuis Trump, les États-Unis qui ont pris un certain nombre de mesures de barrières douanières vis-à-vis des produits chinois. Donc on a un manque de confiance généralisé, et le gouvernement a du mal à faire repartir. Il a pris beaucoup de mesures quand même sur le plan monétaire, sur le plan budgétaire, mais les marchés et les investisseurs ne pensent pas que ça suffira pour compenser justement cette perte de valeur qu'on a dans le marché immobilier qui est en train de se dégonfler. Ouais. Voilà, c'est la principale raison. Ouais, donc on a compris que ces investisseurs internationaux ont abandonné les marchés d'actions chinois. On le voit dans les flux de vente, j'imagine, sur cette classe d'actifs-là. Est-ce que les investisseurs domestiques chinois, eux aussi, sont vendeurs? Et est-ce que, sans le retour des investisseurs étrangers, est-ce qu'aucun rebond n'est possible? Alors, les investisseurs domestiques chinois, particuliers principalement, ne sont pas vendeurs, mais ils n'ont pas acheté depuis la dernière bulle qui avait été constituée en 2015. Ils ont été dégoûtés de la bourse à ce moment-là. Ils sont jamais revenus. Ça, c'est le côté positif, parce que si on veut voir le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs internationaux ne sont pas présents sur le marché chinois. Les investisseurs domestiques, que ce soit privés ou institutionnels, sont très peu investis sur les actions en ce moment. Et ça va être tout l'enjeu du gouvernement de redonner une certaine forme de confiance. Et à ce moment-là, il peut y avoir un enchaînement positif qui se crée par le fait que justement, personne n'est aujourd'hui investi sur ces marchés. Mais pour cela, il faut un catalyseur, il faut une bonne nouvelle. Pour l'instant, on ne la voit pas. Et donc, ce qu'on peut se dire sur les actions chinoises, c'est que effectivement aujourd'hui, elles sont délaissées, elles sont pas chères. Mais on n'a pas cette visibilité dans ce catalyseur potentiel qui pourrait redonner une forme de confiance. Et à ce moment-là, ça pourrait effectivement aller assez vite, puisque l'histoire de la bourse chinoise montre que les rebonds peuvent aussi être très rapides. Mais on n'a pas de visibilité pour l'instant sur ce timing. 3 années consécutives de baisse, encore une fois, de la bourse chinoise, inédit depuis 20 ans. Donc les autorités de Pékin ne laissent pas faire. À vous écouter, ils cherchent vraiment à enrayer cette spirale négative sur la bourse? De ce côté-là du monde, on est vraiment dans une politique monétaire et budgétaire à l'opposé des États-Unis ou l'Europe, où on est en train de casser la croissance pour limiter l'inflation. Ici, on voudrait faire repartir la croissance par des stimulations monétaires, par des stimulations budgétaires, mais il manque cet ingrédient essentiel en économie comme sur les marchés, c'est-à-dire la confiance. Et pour l'instant, elle n'y est pas. Mais Pékin, j'insiste, pardon, mais Pékin est mobilisé. Est-ce que Pékin pourra en faire plus? Il pourra en faire plus. Le problème, c'est que il a donné depuis cet été un certain nombre de mesures à chaque fois qui sont distillées, mais pas un package global. Alors, il pourra en faire plus. Si on écoute par exemple ce qu'a dit Moody en dégradant la dette chinoise, la crainte, c'est qu'effectivement, il y ait à un moment donné un stimuli budgétaire qui soit décidé, qui soit énorme, et à ce moment-là, vu les niveaux d'endettement, ça ferait que
la dette chinoise serait plus fragilisée. Donc il y a des possibilités, puisque la dette chinoise est détenue essentiellement en Chine. Donc il y a moyen de faire de l'hélicoptère-monnaie, il y a moyen de faire ce que les banques centrales occidentales ont fait dans les périodes de crise. Pour l'instant, Pékin a été un peu hésitant, mais il y aurait les moyens. Après que, pardon, mais les investisseurs étrangers, quelque part, ils ont eu un petit peu le nez creux. Alors c'est la question de la poule et de l'œuf, c'est en sortant des marchés boursiers chinois, ils ont fait mécaniquement aussi baisser les cours. Après, il y a, au-delà de la croissance conjoncturelle, les 5% annoncés, vous l'avez dit, il y a quand même des problèmes structurels de croissance en Chine. Il y a ce vieillissement, il y a l'endettement, on l'a dit, la crise immobilière qui est loin d'être résolue, qui sont des freins à l'endettement. Vous parlez à la croissance, vous parlez également de l'idéologie, de la gouvernance. Il y a aussi des questions idéologiques qui posent problème aux investisseurs étrangers. Ben, je dirais que la Chine a des problèmes qu'on connaît également en Occident, hein. Le vieillissement, si on regarde le Japon, on a aussi un vieillissement. L'Europe est un vieillissement. Donc c'est pas vraiment ce souci. Le souci, c'est que, comme vous l'avez dit, comment dirais-je, la gouvernance pose question, et le fait que l'esprit d'entreprise a quand même été sérieusement affecté il y a 3 ans par la vague réglementaire. Donc c'est vrai que les investisseurs internationaux ont une lecture de ce point de vue-là, pour ceux qui ont compris qu'il y avait une sorte de reprise en main totale de contrôle de l'économie et des entreprises. Et c'est vrai que le fait que Jack Ma ait dernièrement vendu une partie de ses actions alors qu'elles ont beaucoup baissé depuis 3 ans, ça montre que même les grands chefs d'entreprise n'ont pas confiance. Donc c'est ça le dilemme qu'on a aujourd'hui. Alors en Chine, quelquefois ça va très vite, hein. On se souvient de l'année dernière, le gouvernement avait compris que la population n'en pouvait plus du Covid et des restrictions de liberté. Et ça a changé du jour au lendemain presque, hein. On a abandonné la politique zéro Covid. Là, on sent dans le pays un mécontentement monter. Et le gouvernement, à un moment donné, peut en prendre conscience et changer complètement d'optique. Mais pour l'instant, on n'a aucune indication de ce point de vue-là. Ouais, d'autant qu'en termes de valorisation, on l'a dit, mais peut-être pas assez nettement, c'est l'un des grands marchés boursiers qui est le moins cher aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va rebondir, mais je veux dire, c'est une réalité, ça. Aujourd'hui, le PER estimé à 12 mois de l'indice MSCI China, on est à moins de 10. Donc effectivement, on est dans une sorte de value trap, c'est pas cher. Un jour ou l'autre, ça pourrait remonter. Bon, c'est quoi l'étincelle alors? C'est quoi l'étincelle pour que ça rebondisse? J'ai envie de dire peut-être qu'on ait des signaux que la crise immobilière est en passe d'être résolue. Ça peut être un signal, ça. Alors, il y a deux signaux, effectivement. Celui-ci, c'est-à-dire que le moment où on commence à voir les prix de l'immobilier se stabiliser, voire remonter, et surtout les investisseurs revenir sur ce marché, ça c'est un premier élément. Et le deuxième élément, comme on Chine souvent, il serait politique, avec un stimulus fiscal énorme qui pourrait être décidé un peu à la manière de ce qui a été fait en Occident. Bon voilà, donc ça serait une prise de risque en tout cas. Et donc c'est la question qu'on posait, est-ce qu'il faut ou pas prendre le risque de revenir sur cette bourse chinoise qui est au plus bas depuis 5 ans? Peut-être c'est prématuré, mais les rebonds historiquement, les rebonds peuvent être puissants? Ils peuvent être très puissants. Moi je dirais que sur la Chine, il faut être investi mais être patient, en se disant qu'un jour ou l'autre, il y aura un rebond très violent. Historiquement, l'année dernière, on l'a vu, la bourse chinoise, au moment de la réouverture, a fait 50%. En 2015, elle avait fait 80%. Donc, il y a des rebonds régulièrement. Ils sont très violents. Et à ce moment-là, il faudra peut-être se dire que si la gouvernance ne change pas, après ce rebond, il faudra s'alléger et rester peut-être prudent sur les actions chinoises à moyen terme, sauf s'il y a un changement réel de gouvernance. On n'en est pas encore là. Merci beaucoup. Explication signée Jean-Marie Mercadal, directeur de CINSI KPM, en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci à vous. Merci David. Au revoir.